Rebonjour à tous, parce que moi c'est pas la première fois que vous me croisez. Et bonjour à tous. Donc je vous présente Romain Divozzo, Bonjour. qui est Avec Fab Lab des retards. Manager, voilà. Et Monsieur Bidouille qu'on a sur Skype grâce à la magie des internets. Salut, salut. Voilà, qui est maker également. Donc ce que je peux vous proposer, c'est qu'on va commencer par un petit tour de table de présentation, ça peut être un bon début. Dimitri, tu commences? Vas-y, je te laisse. T'es chaud? faire, D'accord, ok. vas-y, Donc vas-y. moi je suis Romain Divozzo. Donc je suis ingénieur R&D à Inria, mais ma fonction principale c'est de développer le Fab Lab Digiscope, donc qui a ouvert il y a 4 ans. Et du coup, voilà, c'est un Fab Lab qui se trouve sur l'université Paris-Saclay. Donc c'est un Fab Lab dit académique. Voilà, je pense que c'est peut-être suffisant ou il faut dérouler son pédigré. Bon, c'est déjà pas mal. Après, on reviendra après sur le Fab Lab en lui-même si tu veux. Ouais. Bien sûr, ça marche. Donc, Monsieur Bidouille, je te laisse la parole. Oui, alors moi c'est Monsieur Bidouille, donc Dimitri dans la vraie vie. J'ai une expérience dans les Fab Labs, j'étais Fab Manager à Lyon à la Fabrique d'Objets Libres, donc qui est un Fab Lab associatif. Donc j'ai été Fab Manager, d'abord j'ai été bénévole en 2013, et puis après j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans le Fab Lab. Et en parallèle, je m'amuse devant une caméra et j'ai monté une petite chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Bidouille, voilà, où je parle de bidouille, etc. En fait, tout ce qui a trait à la bidouille, mais de manière globale, sachant que en fait, bidouiller, c'est, on va dire, la traduction française de hacker. Voilà. Donc j'aborde pas mal du mouvement des makers, mais aussi de l'informatique et aussi les sujets de société qui va autour de ça. Voilà, c'est assez vaste, quoi. Ok, et ben donc moi, donc Cyprien Guérin, si j'interviens là, c'est plutôt en tant qu'utilisateur de Fab Lab, puisque j'ai rencontré Romain en venant mettre les pieds dans son Fab Lab je travaille donc pour l'Institut national de recherche agronomique, et dans le cadre d'un projet un peu secondaire de mon travail, on a été amené à imaginer des expériences qui nous ont amené. Donc au début, on venait pour faire de l'impression 3D, et où rapidement Romain nous a redirigé vers de la découpe laser. Donc je pourrais vous en parler un petit peu plus. Et on a perdu le retour de Dimitri. Donc la découpe laser, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Romain. Et donc moi, c'est un peu mon point de vue d'utilisateur que je vais pouvoir présenter à quel point Fab Lab a changé ma vie. Faire des choses que je n'imaginais encore impossibles il y a quelques temps, qui sont maintenant à toucher du doigt. Ouais, c'est souvent ce qui se passe. Ça change pas toujours la vie, mais en tout cas, ça permet d'accéder à des technologies, le Fab Lab, qui, pour le coup, sont rarement accessibles autrement que lorsqu'elles sont mutualisées et qu'elles sont en accès ouvert. Donc voilà, en ce sens-là, effectivement, ça répond à un besoin. Une culture qui est latente, qui est toujours un peu là, mais qui a des pics, des intensités et puis des downs un peu, et qui est une pratique de le faire par soi-même, quoi. Voilà. Qui est plus ou moins Se réapproprier voilà. en fait la conception du côté imagination préalable jusqu'à la confection d'un produit fini, Exact. et se rendre compte en fait qu'on peut être de bout en bout de cette chaîne de production. C'est ce truc qu'on a carrément oublié en fait, que la production de masse nous a carrément fait oublier, Ouais. c'est qu'on peut fabriquer une pompe péristaltique par soi-même. J'en ai la Exactement. preuve vivante. Voilà. Exactement. Donc, pendant que Théo s'occupe de la logistique, on a un orga de luxe qui nous fait de la logistique. Alors, normalement, ouais, dès qu'on a basculé Skype. Donc, ce qu'on a prévu donc, dans les 40 minutes qui nous restent, donc c'est, on va pouvoir vous parler, je pense, des types de choses qu'on peut trouver dans un Fab Lab. À quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On a prévu de vous montrer quelques exemples de production aussi, de choses qui ont été faites dans le Fab Lab. Donc mardi, j'ai fouillé un peu dans le Fab Lab avant de partir pour récupérer 2-3 trucs rigolos à vous montrer. On a mis une caméra endoscopique pour voir ça de près en live. Donc voilà, on va vous montrer ça. Superbe. Donc je sais pas si Romain, tu veux parler un peu du Fab Lab en lui-même, du type de gens qui viennent au Fab Lab, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, si jamais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire.
Ouais, ça c'est beaucoup de questions. Ouais. Dimitri, si tu veux intervenir, voilà. Il n'y a pas de souci, je vous écoute. D'accord, ok. Donc les publics du Fab Lab Digiscope sont des publics divers, dans la mesure où le Fab Lab est ouvert à tous les publics. C'est donc pas parce qu'on est sur l'université Paris-Saclay qu'il faut faire partie de l'université Paris-Saclay ou d'un centre de recherche pour y accéder. Donc on respecte la charte dite du MIT en ce sens-là, et ce depuis le début. Donc les publics du Fab Lab, néanmoins, sont ceux qui sont les plus proches géographiquement, à savoir essentiellement des étudiants, des chercheurs, des ingénieurs, mais voilà, une fois encore, tout le monde peut y accéder. Donc ce sont ça les publics. Et donc les limites qu'ils rencontrent fréquemment, dans un premier temps, c'est des limites de design. C'est-à-dire il y a parfois même juste une envie de maîtriser une machine ou de voir ce que c'est un Fab Lab, mais souvent la question se pose de j'aimerais aboutir à un projet, comment je m'y prends. Souvent, bah, on a envie de partir sur une technologie en particulier, la 3D ou la découpe laser, et puis on peut se rendre compte assez rapidement que c'est pas la bonne, mais que c'est pas grave parce qu'on a d'autres technologies disponibles, et que du coup, voilà, ça permet de designer et réaliser son objet. Peut-être pas toujours dans un temps record, parce que cela induit, lorsqu'on vient au Fab Lab, d'apprendre à utiliser les outils, et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait le travail pour vous. Donc voilà, c'est plutôt, ça peut s'avérer chronophage, mais c'est une expérience, au sens littéral du terme. C'est vraiment une expérience. Et ça peut être aussi une expérience de vie, du coup. De rencontrer d'autres publics et d'aboutir à d'autres projets éventuellement sur un temps plus ou moins court. Voilà. Ouais. Je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Moi, le Fab Lab dans lequel j'ai bossé, et puis bon là j'y bosse plus pour des raisons très simples, c'est qu'on a eu du mal à trouver un nouveau local. Mais mis à part ça, parce que bon, après voilà, il y a le problème de trouver aussi de quoi vivre. Mis à part ça, ça marchait assez bien. Et bon, la petite différence, c'est que nous, on était hébergés par une MJC, l'MJC de Bron, donc une ville qui est juste à côté de Lyon. Euh, et, euh, et donc, on a pu commencer là-dessus. Donc, on avait aussi du matériel assez classique. Peut-être qu'on en reparlera après, des possibilités de ce qu'on peut faire avec. Mais on touchait un public, vu qu'on était dans un MJC, on touchait un public qui était un peu différent. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de types de Fab Labs différents en fonction de la localité, du public, etc. C'est vachement lié en fait aux gens qui habitent autour, aux gens qui peuvent y accéder. Par exemple, si tu as un Fab Lab avec pas mal d'espace et un accès en voiture, il y a des gens qui vont venir en bagnole avec des gros trucs à fabriquer. Et, par exemple, je pense à Perpignan où ils ont un gros hangar où il y a carrément des mecs qui préparent pour le 4L Trophy. Il y a une grosse fraiseuse, les gars ils fabriquent des meubles, enfin voilà, ça y va quoi. Il y a même des étudiants d'école d'ingénieurs. La dernière fois que j'étais allé, j'avais fait une vidéo là-bas. Ils avaient fabriqué un espèce de simulateur de vaisseau spatial avec un fauteuil qui bouge et tout, enfin voilà, des gros tarés. Alors que nous, bon, on était plus petits, on avait 70 mètres carrés, enfin je dis on avait, mais l'assaut existait encore, elle est à Saint-Priest maintenant. Euh, et, euh, et donc du coup, on avait un public qui était différent, mais on fabriquait quand même des choses intéressantes. Donc ça allait de l'étudiant en école d'archi qui vient à la bourre pour faire ses maquettes, jusqu'au retraité qui fabrique son avion, véridique. Le gars, il fabriquait un avion à partir d'un moteur de 2 chevaux. Enfin, un gros taré, quoi. Il venait pour imprimer les trucs en 3D qui fixent ses instruments de bord. Et le mec avait conçu les plans de l'avion tout seul. Bon, en même temps, le gars, il travaillait sur les Rafales. Enfin bref, c'était un retraité complètement taré. Mais après, voilà, tu as d'autres trucs, tu as d'autres profils. Il y a des gens, par exemple, qui connaissent rien du tout, qui viennent et qui disent... Enfin, ils osent pas trop, en fait. Ils viennent, ils regardent, ils savent pas trop. Donc, on leur paye un café, on leur dit, ouais, non, mais c'est bon, t'inquiète et tout. On leur explique. Et en général, ils viennent, ils fabriquent des trucs. Et après, progressivement, il y en a, ils se prennent dedans. Et au bout d'un an, en fait, ils ont appris à modéliser en 3D, ils ont appris un petit peu de programmation, ils savent faire des trucs en électronique. Et progressivement, comme voilà, ils augmentent en compétences et ils fabriquent des trucs de plus en plus cool. Donc c'est vraiment, ça marche vraiment quoi, comme système. Est-ce que tu as connu le plan informatique pour tous, Dimitri, dans les années 80? Non, là, je suis pas assez vieux. Et ouais, c'est ça, ouais, t'es plus jeune que moi. Et moi, en fait, souvent, je me dis, et dans la continuité de ce que tu viens de dire, c'est que ça a foiré, quoi, le plan informatique pour tous, clairement. Et je pense que les Fab Labs peuvent rétablir cette question-là, en tout cas, ce problème, c'est-à-dire l'accès à la machinerie et à l'éducation sur l'informatique et sur ce qu'on peut contrôler avec. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'avec
pas grand-chose comme connaissance. En tout cas, très rapidement, on peut se mettre à contrôler des choses de notre quotidien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Juste pour vous dire, il y a le Ask. Hein. Si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur des faire des commentaires, etc., je regarde régulièrement. N'hésitez pas, c'est fait pour. On attend le que but ça. là, de toute façon, c'est qu'on ait une discussion, qu'on discute entre nous et voilà, qu'on apporte un peu des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Juste que je réactive le Ask. Voilà. Donc oui, on a parlé des publics. Ouais. Et Dimitri a parlé des projets. Ouais. Et si on parlait des machines? On peut parler des machines, ouais. Donc les Fab Labs, il y a un inventaire dans les Fab Labs. C'est-à-dire que on n'est pas obligé. Les Fab Labs, si tu as à minima. Voilà. Un certain nombre de. Il y a autant qu'il y a une charte des Fab Labs, il y a un inventaire des Fab Labs qu'on n'est pas obligé de respecter à la lettre, mais qui indique une forme de standardisation sur à la fois les usages et les possibilités de développer un objet, et qui augmente aussi la partageabilité des objets qui sont faits, puisqu'on entre dans une logique une fois encore de standardisation, mais qui cette fois s'étend au-delà des frontières, au-delà voilà, même du monde physique, puisque ce sont des données qu'on mettra sur Internet, qu'on partagera en documentant et qui seront utilisées par d'autres personnes et qui modifieront, augmenteront, diminueront le projet en fonction de leurs besoins. Donc découpe laser, imprimante 3D, fraiseuse numérique, il y a aussi souvent un vacuum former, mais bon, voilà, on se demande toujours s'il faut l'acheter ou pas celui-là. Donc souvent dans les fraiseuses numériques, on a un peu deux catégories. Il y a la fraiseuse numérique de petit format pour faire des PCB, donc des circuits qu'on ferait soi-même, hein, donc une plaque d'époxy avec une couche de cuivre par-dessus qu'on irait graver en surface pour retirer les matériaux qui ne nous servent pas et pour garder les traces, donc les lignes d'un circuit. Et on aurait une fraiseuse d'un format plus grand qui peut aller de 60 cm par 45 jusqu'à 3 mètres de long, ou même 3 mètres 50, qui là permettrait à des gens de réaliser des pièces qui sont plutôt de l'ordre du design, d'architecture, de meubles, et comme le décrivait Dimitri, comme ça se fait dans certains labs où il y a du volume, il y a de l'espace pour faire ce genre de choses. Ensuite, il y a le banc électronique. Donc le banc électronique est composé d'un certain nombre de composants, c'est un peu redondant. À la fois de composants électroniques et de machines. Donc on trouve des oscilloscopes, on trouve des alimentations, parfois des petits fours pour cuire les circuits imprimés. Et en principe, je dis bien en principe, puisque là, une fois encore, comme le disait Dimitri tout à l'heure, les Fab Labs ont tous des profils qui se définissent en fonction de leur public. Mais dans l'inventaire des Fab Labs, les composants électroniques sont SMD, par exemple, c'est Surface Mounted. Mais il y a plein de gens dans les Fab Labs qui font des trucs through-hole, voilà, comme toi. C'est plus facile à souder. Voilà, c'est plus facile à souder. Jusqu'au moment où tu apprends à souder avec des SMD. Ouais, ça va venir. Et voilà, du coup, voilà, il y a une diversité des pratiques dans les Fab Labs. Et puis, il y a toujours une découpeuse à vinyle, donc qui elle, sert à faire des stickers, des autocollants. Alors souvent, on a l'impression qu'on va juste faire du tuning de voiture avec. Mais non, on fait du tuning de PC. Voilà, maintenant, on fait du tuning de PC. Ça enchante pas toujours tout le monde. Donc voilà, en tout cas, elles existent, elles sont là, ces machines. Et on peut aussi faire des circuits souples avec du cuivre autocollant, par exemple. Voilà. Et après, il y a plein d'autres trucs qu'on peut ajouter. Mais peut-être qu'on y reviendra après. Ouais, genre la découpeuse jet d'eau haute pression. Voilà, par exemple. Ça, c'est le fantasme de tous les Fab Labs. Laser métal, ça coûte 100 000 euros, mais tu rêves d'en avoir une, quoi. Mais c'est vrai, tu parles de prix. Et c'est vrai qu'il y a une machine là qui s'appelle Fab Light, par exemple, qu'on a envie d'avoir chez soi, quoi, même dans son garage, quoi. C'est-à-dire que ça va dans l'aluminium, évidemment, mais ça va dans les métaux ferreux, quoi, après. Donc on va sur l'inox, on va sur le steel, quoi, enfin l'acier. C'est là que Romain commence à m'intéresser quand il parle de ça, parce que accessoirement, en aparté, je fais de la coutellerie, et ce genre de truc, faire de la coutellerie assistée par ordinateur, ce serait juste génial avec... c'est sûr que ce serait vraiment la classe, mais je t'ai déjà acheté une fraiseuse, quand même. Oui, il faut qu'on teste la fraiseuse. la fraiseuse. Mais... Donc voilà, et puis il y a moyen aussi parfois, hein, c'est vrai que ça dépend des moyens dont on dispose, et ces moyens-là, ils fluctuent dans tous les labs. Nous, cette année, l'année dernière, on a eu la chance d'augmenter un peu notre parc de machines. Donc là, on est en mesure de graver sur du métal au laser et de faire des circuits imprimés au laser, parce qu'on a pu acheter une découpeuse laser dans laquelle il y a un laser fibre, donc c'est une fibre optique.
peux vous montrer des exemples d'ailleurs, parce qu'on a la caméra endoscopique, autant en parler maintenant. J'avais pas vu assembler, dis donc. Tu l'as pas vu assembler? Ah non. Donc voilà, alors je vais juste activer la caméra endoscopique. Je sais pas si Dimitri, tu vas voir toi? Bah, sur le retour vidéo, tu verras peut-être. Je suis sur le site aussi. C'est sur le site aussi. Donc, alors, si j'affiche ça, la caméra ne fait que. Rien. Elle veut rien faire. Attends. Non. Bon. Je vais aller chercher. Je peux essayer de la montrer là-bas, sinon peut-être que. Ouais, bah en fait, on a installé la caméra endoscopique pour ça, c'est un peu dommage. Je vais chercher Théo vite. Pendant que tu fais ça, j'essaye de montrer un truc propre. Je sais pas si je vais y arriver. En plus, avec le décalage qu'il y a. Bonjour. Ah non, c'est pas la bonne. Ok. Ouais, c'est chez moi là. Ouais. Voilà. Vous voyez ça, c'est l'équivalent d'une gravure probablement entre 600 et 1200 dpi. Donc la découpeuse laser là, c'est un peu comme une grosse imprimante, quoi. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire des impressions, même si je déteste le terme avec les découpeuses laser, mais on a pu voir, hein, ça, c'était assez visible. Okay. Ouais. Bon, on va essayer quand même de régler le souci de l'endoscopique. Et du coup, ouais, on peut faire 1200 dpi de gravure, donc on peut atteindre vraiment des précisions folles. Ouais. Par contre, ça met un temps fou à graver. Ah ouais, bah tu prends ton sandwich, même si tu manges pas dans le Fab Lab normalement, mais quand même. Bah, cette plaque-là, je l'ai faite mardi matin. Je suis arrivé à 8h15 au Fab Lab. J'ai mis 3 quarts d'heure à régler le focus du laser parce que. Ah, je t'avais pas dit qu'il fallait mettre focus. Ah, elle était. En fait, c'est très sensible. En fait, on règle en gros l'endroit où le laser est le plus puissant pour graver ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'à 2/10 de millimètre d'écart, on grave plus. Donc il suffit que la plaque soit légèrement gondolée, même si on la scotche sur quelque chose de plus costaud. Non, ouais. On a des soucis. En fait, ce qui montre que ça grave, effectivement, le laser fibre, c'est que ça produit une lumière très verte. Ouais, bah, de l'oxyde de cuivre. Voilà. Et donc, une fois que les réglages étaient faits. Ah, merci Théo. Une fois que les réglages étaient faits, c'était 2h30 de gravure. Donc, on est à côté, on regarde, ça bouge, c'est joli. Il est grand celui-là, il fait 10 par 8, 9, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. 96 par 84. C'est super lent par rapport à la gravure classique, enfin bois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, là on voit un peu le détail. Par contre, ça fait un boulot qui est super clean. On a vraiment les pistes bien séparées les unes des autres. Là, en principe, là ce que vous voyez qui est donc, qui est du cuivre et qui est un peu orangé, toute la plaque était comme ça. C'était que du cuivre partout. Voilà. Donc on a vaporisé, en gros, on a cramé le cuivre. C'est ça. Dont on ne voulait pas, sur la plaque. On ne voulait pas garder. Voilà. Et du coup, ça se fait à partir d'un PNG, un simple PNG, une image. Voilà. Une image en bicolore. On lui dit, voilà, ce qui est coloré, tu manges. Ce qui n'est pas coloré, on garde. Et voilà, donc on pourrait faire des dessins si on veut. Hein, ah ouais, carrément, ouais. Là, on est en monochrome, voilà. Et donc là, on est sur de la gravure, donc sur des plaques qu'on appelle FR3. C'est des plaques qui sont censées ne pas cramer. Ah, c'est une FR3 que tu as pris là? D'accord. Non, ça peut, mais c'est plus rare. Et donc là, l'idée, c'est à la fois donc graver le circuit au laser et surtout, vu que là, moi, je fais pas du SMD, de faire les trous pour passer les composants. Donc en fait, derrière, il y a une étape pour souder tout ça, donc de poser les composants à travers avec les pattes qui passent de part et d'autre de la plaque et de les souder pour réaliser le circuit complètement, quoi. Voilà. Joli circuit. À documenter bientôt, donc. Oui, surtout que c'est la question, ça. Ouais, non, mais surtout la documentation en fait est importante parce que autant déjà, ne serait-ce que comment régler le focus du laser, on a mis du temps parce que j'étais venu, avec Romain, on a essayé une première fois, ça n'avait pas marché. Ouais. On a dû refaire des tests pour retrouver les bons paramètres. Et là, en fait, surtout dans le cadre des types de composants qui passent à travers des trous, en fait, on se rend compte que l'ordre dans lequel est-ce qu'on fait les trous d'abord ou est-ce qu'on grave, a une importance. Si on fait les trous après avoir gravé, ça décolle les pistes parce que la chaleur est sûrement trop importante et finit par faire bouffer la colle. Donc c'est bien de documenter ça, de dire faites d'abord les trous parce que la surface de cuivre est suffisamment grande pour dissiper bien la chaleur et derrière on grave. Et si on fait pas ça, on a des soucis. Et ça, on a perdu du temps avec ça, autant que les suivants ne perdent pas le même temps. Ouais. C'est un peu l'idée derrière aussi le Fab Lab, c'est une fois qu'on a documenté, les autres peuvent se prendre la tête sur quelque chose de plus compliqué qui nous sera peut-être utile ensuite. C'est exactement une idée qui est souvent à l'arrière et on essaye de l'amener à l'avant. Et disons qu'il y a deux ressorts dans la question de la documentation. Il y a à la fois un ressort d'écologie personnelle, c'est-à-dire que on devrait
disons, réfléchir à préparer pour soi-même des étapes qui sont bien construites pour éviter de perdre du temps et faire une belle documentation pour soi. En fait, ça devrait être un premier élan égoïste et dans un second temps, ça devrait être un élan empathique de penser à d'autres personnes qui vont donc essayer de réaliser la même chose. On en revient à la présentation sur l'altruisme au niveau des animaux qui était un peu plus tôt. Effectivement, là c'est pareil, il faut aussi penser aux autres en pensant à soi. Mais ne serait-ce que en parlant de documentation pour soi, ne serait-ce que là pour ce circuit-là, j'utilise un logiciel libre qui s'appelle Freezing, qui permet de faire du design de plaques. Alors bon, c'est pas le plus performant à utiliser, mais pour quelqu'un qui débute, comme c'était le cas pour moi il y a quelques temps, ça a fait le taf. Et derrière, en gros, je me suis fait une petite procédure décrite pour dire, bon alors, pour utiliser Inkscape, pour passer de mon fichier avec toutes mes pistes en vectoriel, et je veux en faire quelque chose de gravable, donc en fichier pixelisé, quelles sont les différentes étapes pour que je me retrouve à la fin avec la couleur sur ce que je veux enlever. Et donc j'ai 5-6 étapes à suivre. Et la première fois, je ne l'avais pas noté. La deuxième fois, j'avais oublié. Donc j'ai recommencé. Puis bon, à partir de la deuxième fois, je note. Comme ça, la fois d'après, j'ai pas trop de problèmes. C'est vous, cette confiance qu'on peut avoir en soi-même, qu'on va pas oublier le truc, quoi. Ah oui, en fait, même si on revient la semaine d'après... Ouais, ça c'est récurrent. C'est comme le code, hein, si tu le commentes mal, si tu l'organises avec les pieds, c'est toujours pareil, quoi. On pense qu'on va s'en souvenir et puis on s'en souvient pas. Oui, ou savoir comment est-ce qu'on va régler la découpeuse. Après, là, j'ai quelques exemples d'ailleurs sur la laser en plus classique. Par exemple, alors je sais pas si ça va bien se voir. Alors, mais, si tu veux, on peut essayer de faire switcher l'image. On voit. Bon, après, là, on le voit bien. Ça se voit, ouais. Je sais pas si on voit les LED. Là c'est un peu mieux. Sur le côté. Ouais, là c'est bon. En fait, c'est un spot LED, hein, donc c'est des LED que j'ai collés ici. Cool. Et derrière, j'ai des connectiques avec voilà, et donc tout le châssis en fait est découpé à la laser. Et c'est avec ça que je m'éclaire dans mes vidéos. J'en ai fait une version qui est un peu plus améliorée, enfin fermée derrière et tout, mais elle m'éclaire en ce moment, donc je vais pas. J'ai plus en équilibre, donc je vais pas foutre le bordel. Donc ça, c'est un truc que j'ai fabriqué avec la découpe laser, typiquement. Après, il y a plein de trucs. Hein, la découpe laser, les gens, en fait, quand ils la voient pour la première fois, ils accrochent de suite parce que c'est quelque chose qui est très facile à utiliser en fait par rapport aux autres machines. On travaille en 2 dimensions alors que la 3D on travaille en 3 dimensions et donc du coup il faut savoir modéliser derrière. Donc déjà ça met un frein même si c'est super cool. Voilà, il faut savoir modéliser. Donc il faut apprendre et tout. Alors que là, logiciel de dessin en 2D. Et en plus de ça, il n'y a pas d'outil qui attaque directement la matière. C'est comme une fraiseuse, en fait, il y a une mèche qui va dans la matière et qui va défoncer la matière. Donc si on se gourde dans les réglages, on peut péter la fraise, faire beaucoup de dégâts. Et puis en plus, ça fait un bruit de malade, alors du coup, ça fait un peu peur. Alors que la laser, si on se plante un peu, on crame le truc. On fout le feu à la machine. On arrête. Voilà. Ouais. Après, il y a des labs, je pense à Neuchâtel par exemple, je connais quelqu'un qui travaille là-bas, où ils ont foutu le feu à leur laser, vraiment une Speedy 400 qui a pris feu. Hein. Donc c'est une machine qui vaut 40 000 euros, hein, pour info. Ça a fait mal au cœur. Mais bon, en même temps, c'est parce qu'ils avaient fait un peu n'importe quoi. En fait, ils avaient coupé de la moquette ou je sais pas quoi. Ouais. Alors que quand on travaille du bois ou des trucs comme ça risque rien. Et de toute façon, il y a toujours quelqu'un à côté. Donc au niveau sécu, on est quand même. C'est plus simple, c'est une machine qui est fermée, qui est plus sécure. Ouais. Et du coup, on peut aussi travailler très vite. C'est-à-dire, on fait son dessin, on fait les réglages avec l'aide de quelqu'un au début, puis après tout seul. On envoie et ça découpe. Et ça, c'est génial, quoi. Parce que du coup, on peut faire un atelier genre de 3 heures et on repart avec une pièce, quoi. Donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment très satisfaisant. Moi, c'est pour ça qu'on a fini avec la découpeuse laser. C'est qu'au début, on était parti pour utiliser de l'impression 3D parce que tout le monde fait de l'impression 3D, ça a l'air de tout faire, c'est génial. Ouais. Et puis en fait, pour le prototypage, on vient à une session Fab Lab, on vient 3 heures, et on repart, on a fait 3 prototypes à la suite en changeant des différents paramètres pour arriver à faire quelque chose de fonctionnel. La description, le terme pour décrire ce que tu viens de décrire toi-même, c'est le design à itération courte. Ça permet vraiment d'avoir une pièce qu'on a dessinée, on arrive, on la découpe au laser comme c'est très rapide, on peut assembler, voir si ça marche. Et si ça marche pas, juste derrière, on modifie, on redécoupe, on reteste si ça s'emboîte, si ça marche, etc. Et ça, c'est vraiment profitable. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'imprimante 3D sur la même fréquence de temps, quoi. Ça prend plus de temps.
Et il y a une dernière chose sur la découpeuse laser aussi, c'est que quand on coupe, on sort pas de la pièce. Et là, moi, je passe en mode taulier quand c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens, j'ai envie qu'ils aient un petit peu peur, tu vois. Donc je leur dis, tu sors pas de la pièce. Si je te vois sortir, ça va mal aller. Donc voilà, c'est une manière amicale et humoristique. Dans l'absolu. Chaque Fab Manager en fait a sa technique pour régler le truc, pour que ça soit carré. Ou alors les mecs qui veulent lancer une découpe de 1 heure alors que le lab ferme dans 20 minutes. Ah oui. Genre ouais non mais tu vois l'estimation du temps. Puis en général c'est des minutes SNCF, donc du coup ça prend plus de temps que l'estimation, donc Clair. voilà, donc il faut faire la guerre un peu quoi. Surtout que ça reste moins dangereux qu'une fraiseuse parce qu'on n'a pas une mèche qui va casser et voler C'est à ça. travers la pièce. Mais par contre, si les paramètres, quand on va couper quelque chose, les paramètres c'est quoi? C'est la puissance du laser et la vitesse à laquelle on le déplace. Et la fréquence. Si on le déplace pas ou pas assez vite, et la fréquence bien sûr. Si on le déplace pas assez vite, le matériau il va finir par brûler à un moment donné. Et donc s'il commence à brûler, alors c'est bien. Si on est à côté, on voit une flamme, on l'arrête, c'est fini. Si on est barré chercher un café, ça a le temps de cramer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on n'a pas de cafetière, nous. Voilà. Comme ça, les gens doivent rester attentifs, regarder le petit laser qui bouge, comme un chat ferait avec un pointeur laser. Ouais. Ça occupe. Donc là, je vous ai mis alors, avec l'endoscopique, on va essayer de voir, un petit. On va le voir de super près. C'est un cube qui a été découpé pour montrer qu'on peut faire des objets, des boîtes en fait, qui s'enclinent. Alors là, il n'y a aucune colle qui est utilisée, c'est juste suffisamment bien ajusté pour que ça tienne à peu près. Et en gros, on peut faire. Voilà, on peut faire des. Alors là, je vais vous la démonter. Hop, si j'y arrive. Parce qu'elle est quand même bien. Je vais devoir poser le micro. Voilà, donc en fait, on a des pièces comme ça qui sont modélisées de sorte de s'emboîter les unes dans les autres, un peu comme on ferait avec un casse-tête. Et derrière, voilà, on fait une boîte. Si on veut, on fait un couvercle, on la colle. Enfin, c'est une façon de rapidement designer une enceinte dans laquelle on va faire autre chose, par exemple. Ouais, ça pourrait être. On pourrait faire un moule dedans. Par exemple, on veut couler du silicone et on veut quelque chose avec des parois, plutôt que de faire ça comme un crassou avec un pistolet à colle et des plaques de polystyrène, et on peut faire ça de façon réutilisable, propre. On fait une belle boîte comme ça. Ça prend 1 minute 30 à couper, quoi. Ouais, c'est super rapide. Au grand mot. Et puis à concevoir aussi, c'est très simple puisqu'on a des logiciels, voire même sur des sites, il y a des scripts qui génèrent, en fait, on donne la taille, l'épaisseur du matériau qu'on a, la taille de la boîte qu'on veut, et ça sort les plans tout seul. Et ça, c'est génial parce que du coup, en fait, on voit le lien entre, d'un côté, le fichier numérique qu'on peut partager, qu'on peut même générer, le design génératif. Il y a des logiciels qui permettent de générer des pièces, on donne des dimensions et tac, ça nous fait la pièce à la bonne dimension. Et ensuite, on balance ça sur la machine et ça découpe. Et ça, c'est magique parce que on peut concevoir des choses de manière très très rapide comme ça, quoi. Ah oui, ces derniers temps, enfin nous, notre machine, la grosse machine, on l'a appelée le poney, donc ça renvoie pas trop à une esthétique de Star Wars, mais en gros c'est un peu Dark Vador dans une boîte, quoi. C'est-à-dire qu'il découpe des trucs comme ça. Ouais, elle est énorme, c'est hyper efficace. La première fois que je l'ai vu, en arrivant, c'est une machine. On a un plateau de découpe qui fait quoi, 70 paramètres. Paramètres, c'est ça. Paramètres. Et en fait, on peut aussi descendre le plateau. Par exemple, si on veut graver sur le dessus d'une boîte, on peut descendre, je crois, 30 ou 40, un truc comme ça. Ouais, j'ai personnalisé une planche à découper avec ça. Je l'ai mise à la verticale, j'ai gravé sur le côté proprement. Et ça c'est élégant, ça, la gravure sur le côté. Et parce que voilà, la machine est suffisamment grosse, on peut ouvrir une porte à l'avant si on veut graver sa guitare par exemple et faire dépasser le manche, on peut, ou son canoë-kayak si ça rentre. Voilà, le principe c'est le laser est protégé parce qu'il y a une vitre, on va pas se le prendre dans les yeux si ça reflète sur le métal ou quoi que ce soit. Ouais. Et après voilà, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Après il y a d'autres machines donc au Fab Lab, et entre autres là, Romain m'a laissé fouiller, et entre autres j'ai récupéré un truc que je trouve vraiment génial, c'est ça. On l'a présenté rapidement ce matin. Alors, on va peut-être le montrer sinon à l'autre caméra. En gros, c'est un... Voilà. Alors ça c'est un... Romain, ça fait partie des projets de recherche d'une personne. Donc c'est un... Comment expliquer ça ? C'est une chambre, disons. On va appeler ça une chambre dans laquelle des liquides circulent. Ça, c'est imprimé en 3D sur une machine qui n'est pas do-it-yourself, pour le coup. C'est vraiment une machine qui est plutôt du type plug and play et qui est donc une forme 2
Donc c'est une machine qui coûte, c'est une imprimante 3D qui coûte 4000 € à peu près. Donc elle est 4000 €, c'est une somme, on est d'accord, mais au regard de beaucoup de machines, c'est pas très très cher. Ce qui coûte cher, c'est le consommable, donc la résine. Donc ça, c'est un système de résine photosensible qui est fixé par un laser, donc couche par couche. Donc l'état de surface est relativement peu comparable à ce qu'on peut trouver. Super clean, c'est Super impressionné par Ouais. le résultat, quoi. Alors qu'on est à Dim, on est sur une résolution qui est aux alentours de 0.5, enfin entre 0.5 et 0.25 quoi. Donc, Entre deux couches. entre deux, ouais, enfin une couche peut faire une épaisseur de soit 0.020 millimètres ou 0.05 millimètres. C'est fin quand même. C'est quand même très fin. Mais quand on essaye de faire la même chose avec, pardon, Dim, tu veux dire ? Ouais, non, vas-y. Quand on essaye de faire la même chose avec une imprimante 3D à filament, on n'a pas du tout cet état de surface. Il peut être très bon, mais jamais comme ça. Ça, c'est étanche, quoi. On peut lancer un liquide dedans. Je sais pas Ouais, si voilà, ça ressemble à ça. Même à l'endoscopique, on a du mal à voir, mais en fait, ça, c'est des choses que Alfinor a imprimées. On voit les traits d'impression, en fait. Chose qu'on voit pas du tout avec. Elle fait le focus, l'endoscopique, là ? Ouais. Waouh. Enfin, en gros, c'est. Voilà. Et donc, les petites pattes qu'on voit partout, là, c'est des supports temporaires, ça. Ouais, ceux-là. Donc, tout ça, là, ça s'enlève. C'est parce que quand on imprime, faut imprimer sur quelque chose. Voilà. On n'imprime pas dans le vide. Pas encore. Et ces objets-là sont toujours imprimés quasiment penchés, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, la surface, je sais pas si vous le voyez, mais il y a la surface comme ça, et donc l'objet est légèrement penché, de manière à ce que la résine s'égoutte, qu'elle descende et que ça stagne pas dans les tuyaux. Quand on fait des tuyaux, mais on fait pas toujours des tuyaux parce que Donc des fois on fait. Quand des Romain, objets, voilà, il veut voilà. tester, il fait un peu de benchmark, il se dit allez, qu'est-ce que je vais pouvoir imprimer en 3D pour un truc un peu sympa. Alors là, je l'ai caché, bien entendu, comme un malin. Mais non, c'est parce que nous on la voit pas. Ouais. Voilà. Un petit Hulk. Voilà, l'état de surface du Hulk, c'est pareil, on peut voir Ouais. que c'est propre. Les seuls points de défaut, en fait, c'est les endroits où les supports étaient accrochés au. Non, si vous regardez Ouais, le la short figurine, là, ouais. comme il est déchiré, donc ce Hulk là il fait 12 cm et demi de haut quoi. Donc on est sur un truc voilà, vachement précis. Par contre ça coûte une blinde, faut le dire. Oui, surtout Donc qu'il est plein. Voilà, il est plein, donc on est à 250 grammes de résine. Et donc le litre de résine c'est 160 € TTC. Donc On fait pas de 36 Hulk pour sa collection, quoi. à ceux d'entre Très très cher la stéréolithographie. Hein. Très. Le consommable coûte très cher. Et puis aussi, des fois, le consommable n'est plus compatible avec les anciens modèles. C'est arrivé avec entre la Forme 1 et la Forme 2, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? C'est pour ça que je Je- vais te dire. Donc, Je te tendais la perche. tu prends l'imprimante, tu la mets au musée et puis t'en rachètes une, c'est ça? Alors, il se trouve que tu as toujours des gens qui fournissent un petit peu comme ça, Sous le manteau. voilà, enfin sous le manteau ou sur Amazon, ce qui est un peu sous le manteau des fois, les résines, mais c'est vrai que c'est quand même pas amical de la part des gens qui font ces machines-là, quoi. Alors il se trouve que là, cette machine, typiquement, les personnes qui ont créé cette machine-là et qui l'ont commercialisée, ce sont des élèves d'anciens étudiants de Neil Gershenfeld, qui est le fondateur des Fab Labs. Il y a un certain nombre de gens comme ça, dont on utilise les machines qui font partie qui faisaient partie du MIT et du Center for Bits and Atoms. Notamment des softs aussi, voilà. Ok. Est-ce que... Alors, le Ask ne répond pas, donc j'arrive pas à savoir si. D'accord. c'est ou pas. je sais pas. Après, sinon, c'est au niveau des types d'impression 3D. Hein. Grosso modo, on en a trois, quoi. On a le dépôt de fil, donc on va déposer du fil fondu, couche par couche. Donc c'est du classique qu'on voit de partout maintenant. Je me souviens, moi, en 2013, on avait une impression 3D. On débarquait dans les salons, c'était genre la folie autour de la machine. Maintenant, tout le monde s'en fout. Hein, C'est pas clair. un truc qui est rentré dans le quotidien. Après, on a donc la stéréolithographie, donc que Romain vient d'expliquer. Et après, on a ce qu'on appelle le fruitage ou le selective laser sintering. Excusez-moi pour l'accent pourri, qui est en fait, on va déposer de la poudre couche par couche et on va coaguler la poudre entre guillemets avec un laser. Et l'avantage, c'est que la poudre inerte, enfin celle qu'on n'a pas coagulée, sert de support. Et donc, du coup, on peut faire des plus grosses pièces qu'avec Le dépôt de fil. de la résine. On peut faire des plus grosses pièces et on peut aussi faire de la couleur. On peut colorer les pièces.
Alors bien sûr, forcément, tu vas rajouter de la couleur, ça coûte un bras, hein, voilà. Et aussi, on a beaucoup de poudres différentes maintenant, même si c'est pas les mêmes machines. Par exemple, on peut faire du métal, Ouais. on peut faire du titane, je crois, on peut faire du bronze, Oui. on peut faire plein de choses. Mais ça, c'est des machines industrielles. Donc il y a certains labs qui commencent à en avoir. Je sais pas si vous en avez une Non. chez vous. Non, enfin moi je voulais pas aller sur ce type de machine parce que on facture pas pour l'instant. Donc t'imagines Ouais, comment on fait si on facture pas avec ce genre de machine, ça coûte tellement cher. C'est marrant, c'est quand tu discutes avec les commerciaux, tu as l'impression qu'ils te dealent de la poudre, quoi. Ils te C'est disent ça. non, mais nous on fait 10 euros du gramme. Ah bon, ah ouais, mais en fait tu l'achètes 2 euros du gramme, hein, mais bon, tu la vends à 10-15, tu vois. Enfin, bref. Ouais, on est dans un vraiment bizarre. registre Les sémantique. Les possibilités de ce genre de machines sont impressionnantes. J'avais vu un reportage sur de la construction de prothèses. Alors pour l'instant pour animaux, parce que c'est plus facile à intégrer. Enfin, il y a Faut moins voir, de contrôle ouais. sur les animaux que sur les humains, disons, Ouais. ensuite. Pas pour longtemps. Et donc construction de prothèses métalliques directement imprimées en 3D sur des poudres métalliques. C'est Tout à quelque fait. chose. Le résultat est bluffant en fait. Ah oui, Mm. il y a Après, vraiment. on reste toujours sur le métal, on a toujours en fait un état de surface, c'est-à-dire la surface de la pièce est granuleuse. Ça fait Ouais. un peu, je sais pas comment dire, mais ça fait. Ouais, Non, voilà, t'as c'est raison. brut Ouais, de- sableux. ça fait- C'est granuleux quoi. Ouais, granuleux, c'est un peu brut de décoffrage. Et donc, par exemple, bon, ça se voit beaucoup sur les salons d'impression 3D et tout. En fait, quand on sort la pièce, alors des fois, sur certaines machines, il faut la recuire au four quand on travaille le métal, donc c'est déjà moins évident que c'est pas le truc qu'on sort et ça fonctionne. Des fois, elles sont imprimées sur des espèces de supports, faut séparer. Faut couper le support en métal de la pièce en métal. Et après, derrière, si on veut avoir un état de surface super propre, par exemple un plan de joint sur lequel on va venir fixer un tuyau, que ce soit nickel et tout, bah là, on va passer avec une machine-outil classique, une fraiseuse ou je sais pas quoi, pour Ça. refaire l'état de surface correctement, quoi. Et Là, Donc c'est pas la 3D n'est pas magique. Non. C'est pas encore le machin, il sort, il fonctionne nickel et tout, ça serait bien, hein, mais bon pour l'instant. Non, tu fais bien de le préciser. Ouais, c'est vrai que dans l'imaginaire. Parce que même quand on imprime une pièce en 3D avec un support en plastique, bah faut virer le support, faut poncer si on veut un état de surface plus propre. Donc on met les mains dans le cambouis malgré tout. C'est ça. C'est ce qui fait la différence de toute façon dans les rendus. C'est pas encore le réplicateur de Star Trek quoi. C'est ça. Ah malheureusement. C'est ça. Ça serait Mais bien. il y a, alors c'est vrai qu'on aura probablement pas le temps d'aborder ça, mais il y a l'idée, c'est toujours un peu de dire, il y a des machines industrielles et il y a des gens qui s'emploient à les faire redescendre technologiquement pour les rendre accessibles. Donc il y a aujourd'hui 2 ou 3 machines sur le marché qui impriment du métal, qui sont plutôt en mode bureau quoi, desktop. Et pour le coup, ben, on commence à voir ça arriver et ça a l'air plutôt sérieux. Donc il y a toujours ce phénomène-là de redescendre, donc peut-être que voilà. Et puis après, machine plus petite, coût moindre, plus de public, donc Voilà. coût moindre, et on finira par avoir des Mutualisation trucs, possible. Ouais. Oui, parce que voilà, il y a l'idée du Fab Lab aussi, c'est la mutualisation, qui est justement. Après, par exemple, si on prend l'exemple d'une laser ou d'une fraiseuse, ça fait énormément de bruit. Il faut évacuer de la fumée, il y a de la poussière, etc. Donc, même si tu as les moyens d'en acheter, tu vas pas mettre ça dans ton salon, surtout si les voisins ils se plaignent du bruit, quoi. Enfin, je veux dire, là, tu vas les faire partir en vrille complet. Donc, dans tous les cas, l'intérêt du Fab Lab, c'est aussi de se dire bon ben voilà, on a un endroit, tu peux te lâcher. Dimitri, ta voix s'est robotisée, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, on t'a perdu, je vais m'occuper de la technique. Alors. Ah non, c'est vraiment dommage. Non, tu es. Ouais. Donc, Dimitri, tu m'excuses du coup, parce que comme on t'entend plus, mais continue à essayer de parler de temps en temps, comme ça on saura si ça. Non. Non, tu fais. Là, ça fait. Ah, c'est mince. Donc je sais plus ce que tu disais. On parlait de la mutualisation, oui, voilà, du fait que tu peux pas vraiment mettre une machine dans ta maison, dans ton salon. Acquiesce de la tête si tu peux, si tu es d'accord avec ce que je dis sur ce que tu disais. Et de fait, c'est vrai que c'est un des intérêts de mutualiser les machines, c'est que de toute façon, elles sont pas accessibles ou difficilement accessibles sur le plan financier déjà.
La moindre fraiseuse qui va dans l'aluminium, et qui est un peu sérieuse, qu'on peut piloter avec des logiciels un peu costauds. Voilà, on est sur un billet de 6000. Il vaut mieux la mutualiser, la mettre dans un garage, mais au bout d'un moment, le garage c'est trop petit parce qu'on veut plusieurs machines. Et c'est un peu l'histoire des makerspace au départ, je pense. Donc les gens ont commencé à assimiler des machines. Alors j'entends que tu tapes sur ton ordinateur. Donc tu tapes sur le chat. C'est comme ça ? Non ? Ok. Et donc voilà, l'idée c'est d'arriver à mutualiser suffisamment d'argent aussi et des espaces qui conviennent à l'utilisation de machines qui sont faciles d'accès, mais qui s'avèrent relativement lourdes, qui peuvent s'avérer relativement lourdes, notamment en termes de rejet de gaz quand on pense à la découpeuse laser. Il faut surtout pas oublier d'évacuer, quoi. Sinon c'est vraiment nocif. Pour le fraisage, si on n'évacue pas les sciures, c'est pareil, on se retrouve avec une poussière qui s'installe partout. Donc c'est relativement désagréable. Non, j'essayais de reprendre le fil de ce que disait Dimitri sur la mutualisation. Merci. Et le manque de mutualisation, à quoi ça mène. Voilà. Et voilà. Puis la mutualisation, ça permet surtout de rediscuter de ses expériences. Moi, à chaque fois que je vais au Fab Lab, je tombe sur quelqu'un qui en connaît plus que moi, et puis un autre à côté qui en connaît moins. Et de proche en proche, en fait, les connaissances se diffusent. Et ce côté vraiment émulation les uns avec les autres, je crois qu'il écrit. C'est quelque chose de génial. Ouais. Donc on n'a pas du tout parlé de l'historique. Quand Dimitri reviendra en ligne, il pourra reprendre le sujet, je pense. Pour revenir un peu sur l'historique des Fab Labs, ça démarre quand même il y a pas loin d'une quinzaine d'années. C'est vrai que ça commence dans le monde de la recherche, mais ça devient assez rapidement un phénomène qui se répand parce que l'argent qui avait initialement servi à Neil Gershenfeld dans son laboratoire pour créer le Fab Lab était fléché, comme on dit. Il était fléché, donc il fallait faire de l'outreach avec. Donc il fallait, aller prêcher la bonne parole ailleurs que sur l'université, éventuellement dans le reste du monde. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et donc ça a très bien marché, parce qu'on est à plus de 1200 Fab Labs répertoriés aujourd'hui, sur une base qui s'appelle fablab au pluriel.io, et qui est l'endroit où les Fab Labs, ou les personnes qui les gèrent, cooptent d'autres personnes qui gèrent des Fab Labs, de manière à les faire entrer dans le giron. Sur la base d'éléments qui sont souvent liés au parc machine, à la documentation, aux pratiques qui sont faites. Je veux dire, si un Fab Lab fabrique des armes ou un bar et propose de l'alcool à côté d'une fraiseuse, on va pas on va pas le coopter, par exemple. C'est pas qu'on est contre l'alcool, c'est juste que on arrivera, on laissera pas quelqu'un utiliser une machine alors qu'il a bu de l'alcool, par exemple. Ça paraît bête et méchant. Ça paraît évident quand on transpose ça au monde de l'industrie, où il y a des chaînes de production et des gens qui les utilisent et qui les font tourner. Mais quand on est dans le Fab Lab, quand on est dans un espace qui a beaucoup de registres informels d'interaction et d'activité, il faut s'assurer que il n'y ait pas de substances de ce genre-là qui sont à gérer alors qu'on maîtrise une machine. Dimitri, t'es de retour ? Non. On t'a pas récupéré. Non, désolé, on n'arrive pas à avoir Dimitri. C'est un peu dommage de finir le flux sur un échec, sur un échec sonore. sonore. Mais Monsieur Bidouille est disponible sur son canal internet. Il est sur YouTube. Ouais, donc si vous voulez l'entendre, parce que là on n'y arrive pas, voilà. Faut pas hésiter. Il y a sa chaîne YouTube avec des explications qui je pense pourront vous intéresser si vous êtes curieux dans le domaine. Ça permet de se familiariser avec une technologie, ce que fait Dimitri, et d'embrasser un petit peu les aspects et les difficultés pour se faire la main dessus, et les possibilités. Ne serait-ce que savoir que ça existe, parce que moi en tant qu'utilisateur, il y a encore 1 an et demi, j'étais à milieu de penser qu'on allait pouvoir faire des choses avec. Un exemple, je l'ai ramené vite fait. Voilà, oui, il faut la montrer quand même. Ça, c'est donc une pompe péristaltique. Donc c'est le même genre de pompe que ce qu'on a quand on va par exemple faire des dons de plasma ou ce genre de choses. Donc c'est le principe, c'est une pompe qui permet le moteur n'est pas en contact avec le liquide qui est transporté dans les tuyaux. Et en fait ça, c'est quelque chose qu'on a imprimé, découpé au laser dans du plexiglas. Et il y en a pour,
12 minutes de découpe Ouais, c'est ça. pour faire une pompe. Et puis ça doit coûter aux alentours de, je sais pas, 15 balles à faire, même pas. Même pas. Enfin, pour le plexiglas, une plaque de C'est plexiglas, c'est quoi 40 € dans une plaque, on en fait 10. Ah oui, oui, Et ce qui coûte plus cher, c'est le moteur qui est derrière, qui doit coûter 12 €. c'est ça. Mais enfin voilà. Donc ça, c'est s'il y a des gens qui sont dans le développement technologique et qui nous regardent ou qui nous écoutent, et on a pas mal de cas, justement je parlais de redescente technologique tout à l'heure, où typiquement dans la recherche, des personnels de recherche vont acquérir des machines pour faire leurs expériences, et en fait ces personnes se rendent compte qu'en fait voilà, ce qu'on leur propose, ce que les entreprises leur proposent pour faire ça, ou des sociétés leur proposent de leur vendre pour faire ça, sont terriblement chers par rapport à ce que ça fait. Il est souvent relativement... Surtout ce qu'on a besoin. Voilà. Parce que nous, quand on a monté le projet, au début, on avait fait des estimations de coûts. Une pompe telle qu'on en vend dans les laboratoires de biologie, qui gère 4 canaux avec des flux différents, c'est 4000 balles. Là, on n'avait jamais discuté, tu vois, de Et ça, je me souvenais pas. 4000 balles pour un... Et bon, dans l'absolu, dans la vie d'un labo de bio, on se dit ok, il va falloir économiser, faire des demandes de financement pour essayer de pouvoir s'acquérir ça. Sauf que là, l'idée, c'était de faire de l'évolution dirigée, donc ça veut dire avoir plein de bioréacteurs en parallèle. Donc c'est pas une pompe à 4000 € qu'il fallait avoir, c'était d'en avoir au moins 4, 5, 6. On arrive à des budgets qui sont conséquents. Alors que là, avec la pompe que je vous ai présentée là, le circuit de contrôle que j'ai montré au début, à moins de 100 €, on a l'équivalent des 4000 € qu'on avait. Alors effectivement, on a converti du temps humain qu'on avait de toute façon, et on a acquis des compétences, on a... Ah, dommage. C'est frustrant. Voilà, donc là, on va terminer sur ce flux-là, parce qu'on a Agatha qui revient pour nous parler des chouettes. Donc on va pas non plus lui écourter trop son temps. Donc le message de fin. Le message de fin, c'est rapprochez-vous du Fab Lab le plus proche de chez vous. Ouais, c'est ça. Mais n'essayez pas d'atteindre un Fab Lab dont vous avez l'impression qu'il est vachement bien mais qui est loin. Essayez d'aller voir à côté. Voilà. Sachant qu'en plus, un Fab Lab, il est là aussi pour s'adapter aux personnes qui viennent. Donc si vous avez des idées, ça ira dans ce sens-là aussi. Il va se modifier avec vos usages. Alors, ça va pas être intrinsèque. Vous n'allez pas arriver en disant « Ah, moi j'aimerais bien avoir cette machine, quand est-ce qu'on l'achète ?» Ouais, je veux une découpeuse judo. Mais voilà, par contre, au fur et à mesure, ça se fera. Voilà. Et donc ça fait partie des choses dont on va discuter ce soir sur la soirée Hack Life, de aussi reprendre en main des concepts et des choses du quotidien en se rendant compte qu'on peut les faire nous-mêmes, ne serait-ce que de réparer quelque chose dont il y a juste un condensateur qui a sauté, refaire 2 soudures, finalement c'est pas compliqué à faire, on arrive avec pas beaucoup de connaissances dans le domaine à le faire aussi. On a une pièce qui a cassé, finalement si on sait la modéliser en 3D et puis l'imprimer derrière, on peut aussi de cette façon-là se réapproprier les productions du quotidien qu'on nous vend en général de façon, on va dire, sans qu'on ait besoin de se dire « Ah mais finalement j'aurais pu le faire moi-même ». Ouais. Et on se rend compte que finalement c'est à notre portée. Il suffit d'être un peu curieux, d'y passer un petit peu de temps, on va pas se mentir, ça prend un peu de temps. Mais le partage fait que le temps est mutualisé. Voilà. Et je pense que c'est la partie, je dirais, la plus importante de ce genre de démarche, c'est qu'on n'est pas tout seul à réfléchir. Et non. Ouais, ça permet de regrouper les réflexions. Donc, et d'agir surtout. Merci Romain pour ton intervention. Mais merci pour l'invitation. Merci Dimitri pour ton intervention. Je m'excuse que sur la fin, merci Dimitri. On ait eu des problèmes pour communiquer. J'espère qu'on aura d'autres occasions de le faire. Alors, on vous invite, parce que je pense que Dimitri a ça en tête aussi. Donc en juillet, se passe un événement international en France qui est la conférence des Fab Labs qui s'appelle Fab 14. Et cette fois-ci, c'est Fab 14 Plus. Et donc, on fait un événement qui s'appelle Fab Distribué et qui se répartit dans toute la France. Je sais que Dimitri aurait vraiment voulu l'annoncer lui-même, ce truc-là. Et donc, Fab Distribué se fait dans toute la France. Et ça se fait du 14 au 15, enfin sur le 14 et le 15 juillet. Donc ça veut dire que vous pourrez vous rendre dans un Fab Lab et trouver des personnes et ensuite aller à Toulouse, tous ensemble, parce que Fab 14, la vraie conférence, et juste après, même si la vraie conférence aussi, c'est Fab Distribué. Voilà, c'est un peu... N'hésitez pas, donc début juin, les GF IRL. Et mi-juillet, vous finissez. On est en concurrence, Dimitri, avec un autre événement. Je plaisante. Dans la foulée, plutôt que de remonter chez vous, vous passez par Toulouse. Je plaisante. Vous avez un peu de temps. Ah, ça c'est une bonne idée. Voilà. On va avoir un été difficile. Ouais. Bon, écoutez, donc merci encore. Et puis on va laisser le flux à Agatha, qui, je pense, trépigne déjà d'impatience de passer à ça.
Superbe. Merci. Merci beaucoup.